Hey, salut bande de codeurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on mette en place une API. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une API ou qui auraient besoin d'un rafraîchissement, je vous renvoie sur une de mes premières vidéos qui traite du sujet. Le lien s'affiche en haut à droite. Ça peut être super utile de mettre en place une API, par exemple dans le cas où on a une application web et ou une application mobile qui ont besoin de consommer des datas de façon standardisée sans avoir à gérer des accès à une base de données. Dans cette vidéo, on va découvrir FastAPI qui va nous permettre de mettre en place facilement une API comme son nom le suggère. FastAPI, c'est un framework web qui a été créé en 2018 et qui est devenu assez populaire et qui permet de créer des API RESTful, le tout en Python. Dans l'exemple qu'on va mettre en place, on va grâce à notre API pouvoir gérer des Pokémon. Alors non, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite, il n'y a rien besoin de connaître sur les Pokémon, j'ai juste pris ça comme base de travail. Ça sortait juste de la gestion des employés, des items qu'on trouve sans arrêt comme exemple à gauche ou à droite sur le net. Mais le principe reste le même qu'on gère des humains, des items ou des Pokémon. La seule chose que vous avez besoin de savoir afin de comprendre ce qu'on va faire concernant les Pokémon, c'est ça. Un Pokémon, c'est cette petite chose. C'est une bébête imaginaire qui se bat contre d'autres Pokémon. Il a un identifiant unique, un nom, un ou deux types qui définissent l'ensemble de ses forces et de ses faiblesses, d'une façon similaire au jeu pierre-feuille-ciseaux, un total de points qui détermine sa force globale et dont la somme est composée de ses points de vie, de ses points d'attaque, de ses points de défense, de ses points d'attaque spéciale, de ses points de défense spéciale et ses points de vitesse. Enfin, un ID d'évolution, car oui, un Pokémon peut évoluer en une version améliorée, cet ID sert à référencer en quel Pokémon il évolue. Aucun besoin pour vous de retenir tout ça, c'est juste pour que vous sachiez de quoi on va parler. Et pour tout vous dire, je savais pas tout ça avant de préparer cette vidéo. D'ailleurs, s'il y a des puristes de Pokémon ici, désolé si je dis des bêtises à ce sujet. Une API REST fonctionne avec des requêtes HTTP. C'est ce protocole qui permet de communiquer avec le serveur. Il y a différents types de requêtes HTTP et on va utiliser un type bien particulier dépendamment de l'action qu'on souhaite effectuer. Les requêtes de type POST servent à créer un nouvel élément dans la base de données. Les requêtes de type GET, c'est celles qui sont envoyées par défaut à un serveur quand vous tapez une URL dans votre navigateur, servent à récupérer des données. En gros, on sera en mode lecture avec ce type de requête. Quand on veut pouvoir récupérer un ou plusieurs éléments de la base de données, on les utilise. Les requêtes de type put servent à modifier un élément existant dans la base de données. Et enfin, les requêtes de type delete, comme leur nom l'indique, servent à supprimer des items dans la base de données. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'envoi d'un type de requête ne va pas automatiquement avoir l'effet escompté sur le serveur. Il va bien évidemment falloir écrire le code associé au type de requête reçu. Tout ce que va faire le serveur, c'est détecter qu'un type de requête a été reçu et déclencher le code que vous avez écrit et qui est associé à ce type de requête. Vous êtes donc responsable du respect des conventions, à savoir get, on retourne des données, post, on crée des données, put, on modifie des données et delete, on supprime des données. Dans ce qu'on va mettre en place aujourd'hui ensemble, il n'y aura pas de base de données. Dans notre script, on va charger dans une variable le contenu d'un fichier JSON qui contient tous nos Pokémon. Cette variable fera office de base de données entre guillemets, à la différence bien évidemment que quand on stoppera notre programme, les données ne persisteront pas. J'ai juste voulu rendre le script un petit peu plus simple sans avoir à gérer une base de données. Mais rien vous empêche, bande de codeurs de votre côté, si vous souhaitez mettre en place une base de données, de le faire. Vous aurez le fichier JSON qui contient tous les Pokémon pour faire les imports. Et à ce propos, tout le code de ce petit projet est disponible dans un repository public, le lien est en description de la vidéo. Ok, je crois que je vous ai tout dit, alors on peut attaquer. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Enfin, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee en descriptif de la vidéo. Ok, donc on se retrouve sur le VS Code, et ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre en place un environnement virtuel. Donc là, je suis dans mon dossier FastAPI /underscore BDC, et je viens de mettre en place mon environnement virtuel, et je vais, première chose, installer, bien évidemment, FastAPI, avec un pip3 install FastAPI, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais installer UVcorn, qui est le serveur qui va pouvoir faire tourner justement FastAPI. Pareil, pip3 install, et là, je mets UVcorn, j'espère que ça se prononce comme ça, en anglais. Voilà, j'essaie de ne pas me tromper. Et voilà qui est fait. Je vais tout de suite créer un fichier
Pokémons.json qui va contenir tous mes Pokémon. Alors, bien évidemment, j'avais préparé tout ça avant. Et ici, j'ai importé 150 Pokémon qui sont les Pokémon apparemment de la génération 1. Encore une fois, je ne suis pas un expert en Pokémon, mais je crois qu'il y a plusieurs générations, et dans la première, il y en a 150. Donc les Pokémon reprennent un petit peu ce que je vous ai expliqué dans l'intro, donc on a les différentes propriétés que j'ai énoncées juste auparavant, et certains ont un Evolution ID s'ils peuvent évoluer, et d'autres, comme celui-là, n'en ont pas, parce qu'ils sont dans leur forme ultime. Je vais créer maintenant mon script principal, que je vais appeler main.py, et on va faire juste deux petites choses avant de commencer. La première chose qu'on va faire, c'est que je vais copier-coller ce que j'avais préparé, et qui permet justement de mettre dans notre variable qu'on va utiliser list Pokémon, justement, tous les Pokémon qui sont issus du fichier JSON, et on va les indexer par ID. Alors juste ici, je vois qu'il faut que j'importe JSON. Hop, alors il faut peut-être aussi que je set correctement, voilà, mon environnement virtuel ici. Normalement, ça devrait jouer. Donc ici, voilà, j'ouvre mon fichier Pokémon JSON, et tout simplement après dans mon list Pokémon, je mets mes Pokémon qui sont indexés par ID, et ça va nous aider après pour pouvoir justement les retrouver plus facilement. La deuxième et dernière chose que je vais faire juste avant qu'on attaque, c'est que je vais définir une classe Pokémon. Vous allez voir que justement FastAPI est super bien fichu parce qu'il permet de prendre en compte des classes pour tout ce qui va être validation des données quand on va essayer d'insérer, de récupérer ou de mettre à jour des données. En définissant la classe, il va automatiquement vérifier par exemple les types. Donc pareil, ici, je vais copier-coller ce que j'avais préparé, histoire qu'on ne perde pas de temps et qu'on se concentre vraiment sur l'essentiel. Alors, il va falloir que j'importe aussi 2-3 petites choses. Alors, from data classes import data class, et il faut aussi que j'importe import union. Et je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Donc ici, j'ai, alors ça, je vais pouvoir le baisser un petit peu. Donc ici, j'ai ma data class qui est définie. Donc en fait, ça vient de cet import data class qui permet avec un décorateur de définir une classe en Python. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo dédiée à ça parce que je trouve que c'est super pratique. Je m'en suis notamment servi pour faire un petit jeu vidéo, mais ça, voilà, on en parlera peut-être un autre coup. Donc ici, je définis une classe Pokémon qui a tous les attributs que vous connaissez, et on fait suivre chacun des attributs par son type. Les types, donc je vous ai dit, ça va être une liste de strings, puisque un Pokémon peut avoir un ou plusieurs types, enfin un ou deux apparemment dans cette première génération. Et surtout, Evolution ID, on utilise Union, parce que Evolution ID peut être un entier, donc qui référence l'identifiant du Pokémon vers lequel il évolue, mais il peut être également nul, parce qu'il peut être dans sa forme ultime et il peut ne pas évoluer. Donc on lui dit qu'il peut être soit entier, soit nul, et on l'initialise à nul par défaut. Et maintenant qu'on a ça qui est défini, on va pouvoir tout simplement créer notre application FastAPI. Et vous allez voir que c'est super simple. On va juste avoir besoin de déterminer une variable qu'on va appeler app, par exemple. Alors je vais baisser un petit peu ça. Et ici, on va lui dire que app est égal à FastAPI. Donc en fait, on crée une instance de FastAPI. Alors, je vois qu'il ne me le reconnaît pas. Bah oui, c'est normal qu'il ne le reconnaisse pas, parce que je ne l'ai pas importé. Donc ici, on fait from FastAPI, c'est dommage parce que je l'avais installé mais je ne l'ai pas importé. Import, hop, FastAPI, voilà. Et donc ici, on voit qu'on n'a plus d'erreur. Et on va passer une commande directement dans notre terminal qui se trouve ici pour pouvoir justement exécuter, lancer le serveur. Et la commande, vous vous rappelez, notre serveur s'appelle UVcorn, c'est UVcorn main2.app, donc app c'est le nom justement de l'instance FastAPI, et on lui précise qu'on veut que ça se recharge automatiquement, ce qui fait que quand on va faire des modifications dans notre code, le serveur rechargera automatiquement, redémarrera automatiquement. On exécute ça, et là en fait on voit que sur le port, sur le localhost et le port 8000, quelque chose s'est passé. Alors si on y va, et que j'exécute, donc maintenant j'ai plus d'erreur, par contre j'ai un detail not found. Alors attendez, je vais essayer d'augmenter un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. J'espère que c'est suffisant, surtout pour nos amis codeurs qui nous suivent sur smartphone. Donc voilà, ici on voit qu'il n'y a rien du tout, ce qui est logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que FastAPI, en plus donc, de mettre en place rapidement et facilement une API,
et c'est ça qui est génial, vous génère automatiquement une documentation de l'API que vous allez construire. Cette documentation est basée sur Swagger, et pour y accéder, on a juste à mettre un doc comme ça. Et ici, alors là pour le coup je vais diminuer peut-être un petit peu, on a justement la documentation de notre API qui pour l'instant est vide, ce qui est logique puisqu'on n'a rien écrit dans notre code. Mais ça, vous allez voir que c'est super pratique parce que notamment, ça va documenter notre API, mais on va pouvoir la tester. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer notre première route, notre premier endpoint pour pouvoir récupérer des choses. Je vais baisser un petit peu le terminal, donc de toute façon, il tourne là, je peux même le fermer, c'est pas un problème. Il continue de tourner. Et la première chose qu'on va faire, donc vous vous rappelez, pour récupérer des choses, on va utiliser la méthode get. Et peut-être que le premier truc qu'on peut faire, tout simplement, c'est récupérer le nombre total de Pokémon. Donc pour créer une route, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un décorateur justement de FastAPI. Donc les décorateurs commencent tous par un arrobase. Et donc ici, on met arrobase app, point, et là on le fait un point, et on le fait suivre justement par la méthode qu'on veut, par le type de méthode qu'on veut. Donc nous, on veut une méthode de type get, comme on l'a vu tout à l'heure. On fait comme ça, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement écrire notre route. Donc ce qu'on va devoir écrire dans notre URL, après notre localhost le port, donc 8000, on va écrire le nom de notre route, qui va justement exécuter le code et qui va nous retourner ce qu'on souhaite. Donc nous, on va l'appeler par exemple Total Pokémons. Ensuite, en dessous, on définit justement la fonction. Donc là, la fonction, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est quand même bien qu'elle soit assez explicite parce que vous allez voir qu'elle va se retrouver dans notre documentation. Donc ici, moi, je vais l'appeler get total Pokémons. Et on peut préciser, c'est toujours mieux de le faire, ce que ça va retourner. Nous, ça va retourner un dictionnaire. C'est le type Python dictionnaire. Et tout simplement ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui retourne donc un dictionnaire on va passer une clé qui va s'appeler total par exemple. Et la valeur, ça va être tout simplement la longueur de notre variable list Pokémon. Voilà. Je sauvegarde. Et si je reviens sur ma documentation et que je reload, on voit que automatiquement, il m'a créé un nouveau endpoint, une nouvelle route qui s'appelle Total Pokémon de type get. Vous voyez que c'est assez bien fichu dans la documentation. Et il y a peut-être quelque chose aussi que vous remarquez, c'est que le nom ici, get Total Pokémon, c'est tout simplement ma fonction, sauf qu'il a viré les underscores et puis qu'il m'a mis des majuscules au début de chaque mot. Et maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que notre API, on peut directement la tester ici. Donc c'est ça qui est cool avec la documentation et avec Swagger, on a la possibilité de tester directement ici. Pour faire ça, on va tout simplement faire un try out, et ici, on peut tout simplement cliquer sur execute. Donc là, il nous dit un peu ce qu'il a fait. Donc il a tapé sur l'URL localhost 2.8000 total Pokémon. Et ici, vous voyez qu'il nous a retourné une 200. Donc c'est voilà, le code HTTP request pour dire qu'il nous a retourné quelque chose. Et ici, on voit bien dans le response body que ça nous a retourné notre JSON, notre dictionnaire avec total et 150. Alors, je vais juste augmenter un petit peu, voilà, pour que nos amis sur smartphone, mobile puissent bien voir. Donc là, donc là, on voit qu'il y a bien un total 150. Je vais souvent faire des zooms, hein, c'est voilà, pour que tout le monde puisse bien voir et bien comprendre. Donc on a notre première route qui fonctionne. La deuxième chose qui pourrait être vraiment super intéressante, c'est que ça nous retourne la liste entière de Pokémon. Ça pourrait être vraiment cool. Donc pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir encore une route en get, puisque c'est toujours du get. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que la route, ça sera tout simplement /Pokémons. Ici, je définis une méthode que je vais appeler getAllPokémons. Et chose importante, qu'est-ce que ça va me retourner? Ça va me retourner une liste. Et une liste de quoi? Eh bien, une liste de Pokémon. Et c'est pour ça, j'ai bien fait de définir une classe ici. Comme ça, je sais exactement ce que ça doit me retourner. Et automatiquement, FastAPI fera des vérifications sur les types. Il sait exactement à quel type appartient telle ou telle propriété. Et si jamais il y a une erreur à un moment, alors pas dans les get, mais plutôt dans les insertions et dans les modifications, eh bien, il pourra m'alerter au cas où il y a une erreur. Hop, je définis une liste que je set à vide. Et ce que je vais faire, c'est que pour chaque identifiant dans ma liste de Pokémon, voilà, merci, hop, je veux que tu l'append dans ma liste res. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas instancier
les Pokémon. Donc ça, c'est propre au data classes, c'est ça que j'adore, je trouve super cool. Je vais vous expliquer la syntaxe dans un instant. Et donc là, en fait, c'est list Pokémons de ID, si je fais pas d'erreur. Je vous explique cette ligne. En fait, ici, moi, j'ai besoin d'avoir une liste d'objets Pokémon. Donc ce que je fais, c'est que je peux lui passer la classe Pokémon et je lui dis, tu m'instancies le JSON qui se trouve là-dedans, le dictionnaire qui se trouve dans liste Pokémon ID, donc puisque je parcours la liste. Et en fait, ça, c'est une syntaxe particulière qui fait que ces 2 étoiles, avec justement l'import data classes qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'il va automatiquement me prendre mon JSON et le convertir avec le Pokémon pour m'instancier un objet en type Pokémon. En gros, je me suis peut-être pas très bien expliqué, ça va convertir un dictionnaire en objet. Et il y a aussi une opération inverse qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est super cool. Et encore une fois, peut-être que je ferai une vidéo sur les data classes, mais voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo pour l'instant. Et évidemment, ce que je fais, c'est que je retourne ma variable res. Je sauvegarde, je retourne sur ma documentation. Ça, je le cache. Et ici, j'ai bien ma nouvelle route qui apparaît. Et au passage, on l'a peut-être pas vu tout à l'heure, mais c'est ça qui est super important, c'est que comme on a défini une classe, automatiquement, lui, il l'incorpore dans ses schémas. Et on voit ici qu'on a bien un schéma de type Pokémon et il a déjà tous les identifiants avec une petite étoile qui dit que c'est quelque chose qui est obligatoire pour créer l'objet, avec le type de chacune des propriétés. Et on voit que Evolution ID, par exemple, il n'est pas obligatoire parce que ça peut être un entier ou un nul. Donc ça aussi, c'est super important et bien de voir qu'il prend ça en compte directement dans la doc. Donc ici, j'ai ma route get all Pokémons et on va tout de suite la tester. Donc on voit qu'il n'y a pas de paramètres. On va voir tout à l'heure justement comment on les crée les paramètres. Et ce qu'il y a de super intéressant aussi, c'est qu'avant qu'on exécute, il nous montre ce que c'est censé retourner en cas de réponse, correcte. Il est censé nous retourner, c'est ce qu'on lui a demandé, une liste d'un objet qui est un Pokémon. Donc ça, c'est super cool. On va la tester, on fait try it out, on exécute. Donc là, on voit l'URL qu'il a appelé. Et effectivement, ici, j'ai une 200. Et dans mon response body, on voit là que le petit curseur, l'ascenseur est vraiment grand, ce qui est normal puisqu'on en a 150. D'ailleurs, au passage, c'est vraiment pas une bonne idée de retourner la totalité de vos objets. On verra peut-être à la fin de la vidéo, pour les plus courageux qui restent, je vais essayer de modifier cette méthode pour faire une espèce de pagination pour pouvoir retourner que X items par page, ce qui va peut-être aider un petit peu au cas où on aurait des milliers d'entrées dans notre base de données. Donc là on voit, voilà, par exemple que j'ai mon Pokémon numéro 1, le 2, j'ai le 3 qui s'appelle Venusaur, on voit que lui il évolue vers rien. Par défaut, quand il n'y a pas d'évolution ID, eh ben, il le set à null, tandis que celui d'avant, on voit qu'il évolue en 3. D'ailleurs, voilà, les Pokémon numéro 2 qui s'appelle Ivysaur, j'y connais que dalle en Pokémon. Une fois qu'il évolue, il évolue en Pokémon qui a l'ID 3, donc c'est celui qui est juste après, et qui lui s'appelle voilà, Venusaur. Et puis apparemment, c'est sa version finale, il évolue plus du tout. Bref, donc on voit que ça fonctionne bien, et on va continuer à définir des routes. Donc ça, on peut juste le rabattre. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de récupérer un Pokémon en particulier. Et là, justement, on va faire apparaître la notion de paramètres. Donc, on commence par définir notre route. Donc, ici, on va mettre Pokémon / Pokémon sans S, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est de retourner juste un seul Pokémon. Et c'est là qu'on va mettre en place la notion de paramètres. Les paramètres, ils s'écrivent entre accolades avec le nom de la variable ID. Ça veut dire que là, automatiquement, FastAPI va détecter qu'il y a un paramètre, un suffixe après Pokémon qui est censé être l'ID et il va devoir faire quelque chose avec. Donc ici, on définit notre fonction. On va l'appeler get Pokémon by ID. J'essaie toujours d'être un minimum explicite. Alors ici, on va mettre un underscore. Dev Pokémon by ID. On met des parenthèses et c'est là justement qu'on va préciser quel paramètre il y a. Et en fait, on va reprendre le paramètre ID qui se trouve là juste au-dessus. Donc en fait, ça va être ID qui est de type int et ça doit retourner. Qu'est-ce que ça doit retourner? Ça doit retourner un Pokémon. Et juste un cette fois, on ne met pas une liste. 2 points et on va pouvoir définir notre variable. Au passage, je voudrais juste vous indiquer quelque chose. On a la possibilité de mettre des notions de contrôle sur les paramètres qu'on passe justement. C'est ça qui est cool avec FastAPI. Ici, typiquement, nos Pokémon, ils ont un identifiant qui va de 1 à 150 pour le coup, mais ça pourrait être des milliers.
Mais donc ça veut dire qu'on aimerait bien pouvoir checker quand même que ça aille pas en dessous de 1. Alors ça, on peut le faire dans le code, mais encore mieux, on peut le faire à ce niveau-là. Il y a FastAPI qui met en place justement ce qu'on a quelque chose qui s'appelle path. Alors on va justement l'importer et ça se trouve au niveau de FastAPI. Ici, on va rajouter path et on va pouvoir le mettre à ce niveau-là. On va pouvoir dire que ici, ID de type int doit être égal à path, et je vais vous expliquer, GE égale 1. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien ça dit tout simplement que GE c'est greater or égal, donc c'est supérieur ou égal à 1. Ce qui fait que si jamais dans l'URL on a un petit malin ou un étourdi qui met cette URL suivie d'un 0 ou d'un -1 ou d'un -150, eh bien automatiquement FastAPI devrait retourner un code d'erreur qui prend en compte justement ça. Donc on va écrire notre code. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut prendre en compte, c'est que autant l'utilisateur peut faire une erreur en mettant quelque chose qui va être inférieur à 1 comme ID, et dans ce cas-là, ça va être géré par la documentation. Mais par contre, il y a quelque chose d'autre qu'il peut faire, c'est que déjà, il peut mettre éventuellement des caractères alphabétiques, ça sera pris en compte par la doc parce qu'on sait qu'ici, ça doit être un int. Mais par contre, il peut tout à fait mettre un entier qui sera supérieur à 150. Je vous rappelle qu'on a 150 Pokémon, mais pas plus. Donc ça, il faut aussi pouvoir le prendre en compte. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va vérifier que l'ID se trouve bien dans la liste des Pokémon. Vous vous rappelez que c'est un dictionnaire qui est indexé par les ID. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire if ID not in ces listes Pokémon. Et dans ce cas, tu me retournes une erreur, tu me retournes une 404. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut aussi faire, on peut riser, on peut lever des erreurs. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rise et un HTTP exception. Alors ça, c'est quelque chose que je vais devoir importer aussi dans FastAPI à ce niveau-là. HTTP exception. Et donc là, je reviens ici et je peux justement créer une HTTP exception. Je peux lui passer en paramètre un status code. Donc là, moi, je veux que ça retourne une 404 parce que le Pokémon ne va pas exister s'il n'est pas dans la liste Pokémon. Et là, dans un autre paramètre qui s'appelle detail, je peux justement dire quel message je veux que ça retourne. Et ici, je peux dire, par exemple, ce Pokémon n'existe pas. Je sauvegarde ça, et bien évidemment, donc là, ça lève une exception, mais si ça passe si ça passe en dehors du if, c'est que le Pokémon existe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un return, je vais juste sauter une ligne, un return, et donc là, j'instancie mon Pokémon, comme tout à l'heure, qui se trouve dans list Pokémons, ID. Je sauvegarde, je retourne dans ma documentation, je rafraîchis, et là, j'ai bien une nouvelle route qui s'est créée, et si je l'ouvre, déjà je vois que mon ID est obligatoire, je dois le mettre. On voit ici que, vous avez vu, il y a un petit path minimum égal à 1, donc c'est ce que j'ai mis. Je vois que c'est censé me retourner cette fois un objet de type Pokémon et pas une liste d'objets. Ok, et donc là, on va essayer cette route. Et ici, déjà, je vais commencer, je vais mettre 0. Je vais exécuter. Et là, vous voyez que automatiquement, il me dit non, ça va pas, il faut que ta valeur soit supérieure ou égale à 1. D'ailleurs, je vois qu'ici, il me met supérieur ou égal à 1. Normalement, c'est censé marcher si je mets 1. On va essayer. Hop, donc j'exécute. Et voilà. Donc là, on voit que... Alors, je sais pas pourquoi il mettait supérieur. Hein. Normalement, GE, c'est greater or equals. Donc, normalement, ça devrait marcher. Et on voit que ça a marché. Ça m'a bien renvoyé mon Bulbasaur qui est mon ID 1. Si, par exemple, ici, je mets une chaîne de caractères que j'exécute, pareil, j'ai la prise en compte qui me dit non, attends, il faut que ce soit un entier. Tu peux pas faire ça. Et ici, si, par exemple, je fais 150, qui est l'ID de mon dernier Pokémon, on voit que ça me renvoie bien Mewtwo. Par contre, si je mets 230 par exemple, que j'exécute, là, tac, on voit que ça me retourne une 404 et on a bien notre erreur qui apparaît en disant ce Pokémon n'existe pas. Ok, on avance un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on est capable de récupérer le total des Pokémon, on est capable de récupérer la liste des Pokémon, un Pokémon en particulier. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir créer un Pokémon. Vous vous rappelez, on l'a dit en introduction, pour créer une donnée dans notre base de données, il faut utiliser la méthode de type post. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais juste copier ça. Je ne vais pas oublier de modifier, je vais juste sauter des lignes pour qu'on sache qu'ici,
on est au niveau du post. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre cette URL-là. Donc vous remarquez que ça ressemble à ça, mais il n'y a pas de problème parce que là, c'est un autre type et surtout, on ne passe pas d'ID. Donc, quand on va faire une requête de type post qui aura cette URL-là, on sait qu'on va être dans un mode de création. Ici, je définis ma fonction. Donc, ça va être create Pokémon. Et qu'est-ce que je vais lui passer en paramètre? Je vais lui passer une variable Pokémon qui sera de type Pokémon. Ça, c'est important de le mettre parce que comme ça, on est sûr que FastAPI va pouvoir faire les vérifications associées. Et comme je crée quelque chose, c'est censé rien retourner, mais je vais quand même lui demander qu'il me retourne l'objet Pokémon que je viens de créer pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc ici, je crée un Pokémon qui prend en entier une variable Pokémon de type Pokémon, et je veux qu'il me renvoie une variable de type Pokémon. Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est que on va tester. On va tester que l'ID du Pokémon qu'on est en train de créer, parce que ça c'est quelque chose qu'on va devoir écrire nous-mêmes, n'existe pas déjà dans la liste. Donc pour ça, on va faire if Pokémon.id. Donc si l'ID du Pokémon, donc la variable que je saisis en entrée, est dans ma liste Pokémon, et bien dans ce cas, tu me lèves une exception. Hop, on va copier-coller ce qu'on a fait juste ici. Et là, je vais lui dire, donc c'est une 404, je définis ça comme une 404, mais là, je vais préciser, je vais faire une f-string et je vais mettre le Pokémon ID, alors là c'est Pokémon.id, hop, existe déjà. Hop, voilà, il existe déjà. Si c'est pas le cas, je me mets ici, et donc là je fais un liste Pokémon de Pokémon.id, donc là c'est l'index dans lequel je me place pour créer ma nouvelle entrée, et c'est là où je vais utiliser une autre fonction de data class. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait, grâce à grâce à ces deux petites étoiles, convertir un objet en classe, un dictionnaire pardon, en objet de type Pokémon pour ce coup, mais on peut faire aussi l'inverse. Là, ici, on sait que j'ai un Pokémon, ici, qui est de type Pokémon, mais moi, je veux pouvoir le convertir en dictionnaire. Donc, ce que je peux faire ici, c'est qu'il y a quelque chose que je vais importer qui s'appelle asdict. Et ce que je fais ici, c'est que justement, j'appelle cette fonction asdict et je lui passe en paramètre ma variable Pokémon d'entrée qui est de type Pokémon. Ce qui fait que ça va la rajouter à ma liste de Pokémons automatiquement. J'oublie pas de retourner mon Pokémon, comme ça me permet de m'assurer que ce que j'ai créé fonctionne bien et que c'est bien un Pokémon, enfin que tout est bien saisi en type Pokémon si j'ose dire. Donc je sauvegarde. Et comment est-ce que je vais pouvoir tester ça? Eh bien je retourne sur ma documentation, je rafraîchis, et ici on voit que j'ai une nouvelle entrée qui est en vert, donc vous voyez que c'est super bien foutu avec Swagger. Ça me permet justement de voir que j'ai une nouvelle route de type post. Et si je l'ouvre, on voit ici que voilà, il n'y a pas de paramètres, mais par contre j'ai quelque chose dans le request body qui doit être passé et qui est en mode required. Et je vois en plus que ça me donne cet exemple-là qui est l'équivalent d'un Pokémon que je dois créer. Alors moi j'avais placé ça de côté, j'avais créé un Pokémon fake, donc on fait try it out, et ici dans le corps de la requête, il ne me l'a pas sauvegardé, alors attendez, il faut juste que je revienne là, hop, et ici je vais créer un Pokémon qui a l'ID 151, qui s'appelle bande de codeurs, qui a 3 types, alors normalement je crois qu'il y en a que 2, mais bon, on s'en fout un petit peu, avec voilà, toutes les valeurs à 100, sauf la dernière qui est à 120. On s'en fout si le total n'est pas typiquement égal, c'est vraiment juste pour faire un test. On exécute, et quand j'ai exécuté, donc on voit que ça a bien appelé cette route-là, et ça m'a bien retourné un code 200 avec apparemment le Pokémon que j'ai créé et qui n'a pas d'évolution. Comment est-ce que je peux voir si ça a fonctionné? Eh bien typiquement en rappelant une de mes premières routes que j'ai définies juste avant. Si par exemple ici, je lui demande de me retourner tous les Pokémon, donc là, hop, pardon, je reviens ici, je fais try it out,
j'exécute, ou alors non, même plus malin, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... Alors, on va faire deux choses. Je fais ça, donc là, ça va me retourner tous les Pokémon, donc je vais aller tout à la fin, parce que normalement, il devrait être tout à la fin, le mien. Et effectivement, maintenant, j'ai bien un Pokémon 151 bande de codeurs qui a été rajouté, entre guillemets, à ma base de données, qui est en fait ma variable list Pokémons. Donc ici, je peux vérifier ça en appelant ma route Pokémons pour avoir tous les Pokémon, mais je peux faire aussi avec la route qu'on a créée juste avant. Ici, maintenant, si je lui passe l'ID 151 que j'exécute, on voit que ça me retourne bien le Pokémon que je viens de créer juste avant. Ok, cool, on voit que ça fonctionne. Maintenant, je vais devoir créer une autre route qui est une route qui va me permettre de modifier mon Pokémon. Donc si vous vous rappelez bien, les modifications, c'est avec la méthode de type put. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle route. On va se décaler un tout petit peu, hop. Je modifie bien le type qui va être le type de ma requête qui va être de type put. Ça va prendre mon URL, ça va être Pokémon, et ici, bien évidemment, il va falloir que je lui passe en paramètre ID. Alors, si j'écris correctement, ça serait mieux, avec des accolades, voilà, pour pouvoir savoir quel Pokémon il faut que je modifie. Donc ici, je vais définir ma fonction, que je vais appeler update Pokémon, qui va prendre en paramètre un Pokémon, donc c'est comme si on faisait une création, c'est vraiment exactement la même chose. ID, qui va être un entier, on remet notre check au niveau du path pour vérifier que c'est bien supérieur ou égal à 1. Et à la fin, je veux que ça me retourne l'objet que je viens de modifier pour m'assurer que tout soit bien passé. Alors, je vais juste essayer d'écrire correctement update. Voilà, même si ça n'a pas d'incidence, mais autant essayer de faire les choses bien. Pareil, ici, je vais faire le même test que tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut que je vérifie que le Pokémon existe bien pour pouvoir le modifier. Donc ici, je gère le fait que s'il n'existe pas, je retourne une erreur. Et tout ce que j'ai à faire, c'est mon liste Pokémon qui a l'identifiant ID, donc que je passe en paramètre. Eh bien, je veux que maintenant, il soit égal à asdict de Pokémon que je vais passer dans le corps de ma requête, dans le body de ma requête. Je retourne ce Pokémon pour vérifier que tout soit bien passé et on va faire la vérification ensemble. Je retourne sur ma documentation, je vais remonter ça, je refresh, et là vous voyez que j'ai encore une autre couleur qui s'affiche, c'est vraiment bien foutu, où je vois que j'ai apparemment une nouvelle route de type put qui me permet de faire un update de Pokémon. Donc ce que je vais faire, c'est que je me rends ici, je fais try it out, et vous avez vu que par rapport au post de tout à l'heure, on a un champ supplémentaire qui est l'ID, c'est normal, ça me permet de savoir quel Pokémon je vais devoir modifier, et moi je vais vouloir modifier celui qu'on a créé. Donc ça va être le 151. Ici, je vais repasser... alors, je ne vais pas repasser ça, je vais encore une fois récupérer le petit bout de code que j'avais mis de côté. Donc, mon Pokémon, et on va faire des modifications. Alors, évidemment, je garde bien l'ID 151. Je vais dire maintenant qu'il s'appelle bande de codeurs avec un 2, des majuscules ici, des majuscules là. Je vais lui modifier ses types. Maintenant, il va plus avoir que le feu, il pourra ni voler, puis il sera pas de type, je sais même plus ce que c'était, acier ou quoi. Et le total, juste on va le modifier pour vérifier qu'on est bien, ça va être un Pokémon ultra cheaté, il va avoir 500 points de total. J'exécute, ça me retourne une 404 qui me dit que ce Pokémon n'existe pas. Pourquoi à votre avis? Je vous laisse 5 secondes pour essayer de trouver. Eh bien ce Pokémon n'existe pas tout simplement parce que on a sauvegardé à nouveau notre script, on a relancé notre serveur, et comme je vous l'ai dit, on n'a pas de base de données, on a une variable list Pokémon qui, bien évidemment, est éphémère. Dès qu'on relance notre programme, tout se réinitialise. Donc, ce qu'on va devoir faire juste pour tester, c'est pas très compliqué, on va juste remonter ça, mais on voit déjà que c'est bien, parce que le Pokémon n'existe pas, donc on voit que ça nous retourne correctement l'erreur, le Pokémon n'existe pas. Donc, pas de problème, on va le créer, on retourne dans Post, et j'espère que ça nous a gardé... Alors, on va faire trade out. Est-ce que ça nous a gardé? Non, ça ne nous l'a pas gardé, pas de souci, paf. Donc, je le recrée tel qu'il était tout à l'heure, tel qu'on l'avait fait. J'exécute. Je vérifie. OK, 200, il me l'a bien créé. Je vais vérifier, je vais vous montrer quand même
que vous me croyez, bande de codeurs. Donc dans ma route, pour récupérer juste un Pokémon, je récupère le Pokémon qu'on vient de créer à l'instant. Je vérifie, c'est bien 151 bandes de codeurs tout en lettres avec les 3 types et il a que 100 en total. Ok. Je remonte ça et maintenant je le modifie. Donc je modifie le 151, bande de codeurs avec un chiffre 2, il a plus que le feu et il a un total de 500. J'exécute et là je vois que j'ai une 200. Ça me renvoie le Pokémon que je viens de créer. Et pour être sûr, je retourne dans mon Get Pokémon. Donc le 151, on voyait tout à l'heure quand on l'a exécuté que ça a renvoyé bande de codeurs en lettres. Si j'exécute à nouveau, on voit que maintenant c'est bien bande de codeurs avec un chiffre, qu'il n'a qu'un seul type et qu'il a bien un total de 500. Donc notre méthode put a correctement fonctionné. Maintenant enfin, ce que je vais vouloir faire bien évidemment, c'est créer le type de requête qui me permet de supprimer un Pokémon. Donc pour ça, rebelote, vous l'aurez compris, on définit une nouvelle route dont le type, cette fois, est bien évidemment delete. On crée notre fonction qu'on va appeler delete Pokémon, qui va prendre son ID de type int. On remet le path avec un greater ou égal à 1. Et tac, 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 il faut que ça retourne un objet de type Pokémon. Ça, c'est super important. Alors, c'est toujours bien d'avoir un retour quand vous faites des créations, des updates, mais c'est peut-être même encore plus important de faire un retour quand vous faites des deletes pour vous assurer de quel est l'objet justement que vous avez supprimé. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir un retour. Comme ça, vous êtes sûr et vous pouvez confirmer que vous avez bien supprimé le bon. Pareil, je fais un test pour vérifier que mon Pokémon existe bien. Donc, if id... Alors, tu veux pas me le proposer ? Voilà. If id in list Pokémon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on instancie une variable temporaire Pokémon. Donc ici, on met nos petites étoiles magiques. Alors, il est capricieux. List Pokémon, donc ID. Donc, je récupère l'objet que je vais supprimer. Je le stocke dans cette variable Pokémon qui est une variable temporaire. Ici, je delete, donc je fais l'équivalent d'une suppression dans ma base de données, mais là, on est bien sûr dans notre variable list Pokémon. Donc, je delete le Pokémon qui se trouve à l'index ID. Et ce que je fais ici, c'est que je return mon Pokémon pour que mon utilisateur puisse bien voir quel Pokémon a été supprimé. Si jamais Pokémon il se trouve pas justement, enfin si ID ne se trouve pas dans la liste de Pokémon, je vais lever une exception. Ouais, on va copier ça en disant ce Pokémon n'existe pas. Je sauvegarde. Je retourne dans ma documentation. Alors je relève ça, je refresh. Et là, on voit que j'ai bien ma méthode delete qui apparaît. Et on va s'en occuper maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer par exemple le Pokémon numéro 2. Alors, je vous remonte juste très rapidement qu'il existe. Donc là, je fais un trade out, exécute de tous mes Pokémon. On voit que le Pokémon numéro 2, il est là, il s'appelle Ivysaur. Et c'est celui qu'on va supprimer, le pauvre petit Pokémon de notre base de données. Donc je reviens ici, trade out, je suis dans ma méthode delete. J'indique que je veux supprimer le Pokémon numéro 2. J'exécute. Là, j'ai bien une 200, donc tout s'est bien passé, et ça m'a retourné le Pokémon que j'ai délité, donc c'est bien le deuxième Ivysaur. Et si je retourne dans ma requête qui me permet de voir tous les Pokémon et que je réexécute un coup, ici on voit que j'ai bien le Pokémon 1 et que j'ai le Pokémon 3, mais que le Pokémon 2 n'existe plus. Je vais rajouter deux méthodes qui sont sympas. Typiquement, ça peut être intéressant quand on a ce genre de configuration. On sait que les Pokémon peuvent être de différents types, et ça peut être intéressant de savoir quels sont les types. Donc on va faire une méthode, une nouvelle route de type get. Hop. Donc ça, c'est un petit peu bonus. Alors celle-là est bonus, mais c'est quand même assez pratique de faire ça. Par contre, la deuxième et dernière méthode qu'on va voir, elle est vraiment bien parce que ça va nous permettre de faire une recherche. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit souvent mettre en place dans des API. C'est qu'on va pouvoir rechercher des Pokémon selon les critères. Donc restez bien jusqu'au bout, elle est vraiment intéressante celle-là. J'espère que les autres aussi, vous les avez trouvées intéressantes quand même. Donc là, ici, on définit une route qui va s'appeler types, qui va tout simplement nous retourner tous les types de Pokémon qui sont possibles. Donc on fait un def get
all types, on l'appelle get all types, et ça va nous retourner, qu'est-ce que ça va nous retourner? C'est une liste de strings en fait, de chaînes de caractères. On met les deux points, et ici on écrit notre fonction. Donc je vais initialiser une variable types que j'initialise à rien, enfin je la crée. Et pour chaque Pokémon qui se trouve dans Pokémon's List, je récupère le type, tous les types qui se trouvent dans mon Pokémon et dans sa clé qui s'appelle types, je vais y arriver, pardon. Hop. Et si type n'est pas not in types, donc la variable que j'ai initialisée juste là, eh bien je l'ajoute. Comme ça me permet de ne pas avoir 40 000 fois le même type. Et donc là, hop, c'est pas évident de taper au clavier avec le micro qui est juste entre moi et le clavier. On se rend peut-être pas compte, mais j'utilise un micro, une fois je vous ferai une photo peut-être, j'utilise le micro justement pour pouvoir enregistrer correctement la vidéo, et taper au clavier pendant qu'on parle, c'est pas évident, mais en plus quand on a le micro qui est entre nous et le clavier, on voit pas très bien les touches. C'est pour ça que j'ai l'air d'avoir du pâté dans les doigts quand, quand je fais les vidéos parfois. Ici, ce que je fais, c'est que je vais faire juste un sort pour que les types soient triés par ordre alphabétique, je vais y arriver. Et enfin, je retourne ma variable. Je sauvegarde, je retourne dans ma documentation, hop, je remets ça normalement, je refresh, et ici j'ai une nouvelle route, hop, et si je fais un trade out et que j'exécute, automatiquement, on voit que ça m'a retourné tous les types qui sont disponibles actuellement pour les Pokémon. Ça peut être super intéressant. Encore une fois, on parle de Pokémon, mais c'est clairement quelque chose qui peut vous arriver. Voilà, vous voulez les retourner, je sais pas, un type d'employé, je sais pas, un type ou une variable, une propriété qui ressemble à cet équivalent de type, pour pouvoir lister tous ceux qui sont disponibles actuellement dans votre base de données. Ça peut vraiment être important. Et maintenant, la variable, enfin plutôt la fonction, la méthode, la route qui va être un petit peu vénère, alors que je vais copier-coller et que je vais vous commenter, parce que sinon ça prendrait un peu de temps pour vous, c'est pas rigolo. C'est une route qui permet justement de faire une recherche sur les Pokémon sur certains critères. Je vais copier-coller ce que j'avais préparé, et on va commenter, je vais commenter ça avec vous pour que voilà, vous puissiez comprendre ce qu'il en est. Alors, c'est vrai qu'elle est un petit peu longue. Hop, je remets ça comme ça. Donc c'est une méthode qui permet de faire une recherche, donc qui va se déclencher sur une méthode de type get, sur l'URL Pokémon's Search. Elle va prendre, comme vous le voyez, pas mal de paramètres. Donc ma fonction, elle a 4 paramètres qui permettent de faire des recherches dessus. On a déjà un paramètre type, donc ce qui permet de rechercher des Pokémon d'un certain type en particulier. Elle a un paramètre Evo qui permet de définir si oui ou non on recherche un Pokémon qui est déjà évolué ou pas. On a un paramètre total GT qui permet justement de rechercher des Pokémon qui ont une valeur totale qui est égale ou supérieure à une valeur entière qu'on va mettre. On a la même chose ici avec total lighter, donc je veux uniquement les Pokémon qui ont un total de points inférieur à 100. Et on a la possibilité de trier. De trier par quoi? Par un paramètre, par une propriété qu'on va mettre. Et order, c'est croissant ou décroissant. Chacun de ces paramètres, comme ils sont optionnels, ce sont des unions. Ils sont soit d'un certain type, soit ils sont vides. Et à la fin, qu'est-ce que ça doit nous retourner? Ça doit nous retourner soit une liste de Pokémon, soit quelque chose de vide, une liste vide, parce que, bien sûr, si aucun Pokémon ne correspond à tous les critères qu'on a mis, eh bien ça retournera rien du tout. J'initialise une liste filtered list à vide, une autre liste qui s'appelle res pour response qui est vide, et on commence par filtrer par les types. Donc ce que je fais ici, c'est que si les types qui sont passés en paramètres dans mon URL ne sont pas nuls, eh bien ce que je fais, c'est que pour chaque Pokémon qui sont dans ma liste, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que tous les types qui sont passés en paramètres dans mon URL appartiennent au type du Pokémon que je suis en train de filtrer, enfin de parser. Si c'est le cas, dans ce cas, j'ajoute mon Pokémon dans ma liste filtrée. Et mon premier filtre type est fait. Ensuite, je vais filtrer les évolutions. Si mon évolution est définie en paramètre dans mon URL, je rentre là-dedans. Ce que je fais, c'est que je mets
dans une variable temporaire filtered list si filtered list existe, c'est-à-dire s'il y a déjà eu un filtre qui est appliqué ici. Sinon, je prends ma Pokémon list. Ensuite, ce que je fais, c'est que pour tous les Pokémon qui sont dans TMP, donc qui ont potentiellement déjà été filtrés en amont, puisque là, il ne faut pas repasser tous les Pokémon, c'est un filtre additionnel éventuellement, donc il faut uniquement parser les Pokémon qui sont dans TMP. Je vérifie tout simplement si Evo est à True. Dans ce cas, il faut que le Evolution ID existe bien dans mes Pokémon et je le rajoute. Sinon, si Evo est à False, donc on veut uniquement des Pokémon qui ne peuvent plus évoluer, et que Evolution ID n'est pas présent dans Pokémon, je l'ajoute ici. Je réinitialise ma filtered list avec mon new, ce qui fait que petit à petit, ma filtered list devient de plus en plus filtrée. Je repars exactement sur le même principe pour le greater than total, donc pour vérifier que typiquement un Pokémon est au minimum 100 points de total. Donc ici, c'est le même principe que tout à l'heure. Et tout simplement, là, je parse mes Pokémon qui sont en TMP et je vérifie que leur total est supérieur à total GT. Si c'est le cas, je les ajoute encore une fois à ma liste. Je fais exactement la même chose pour les totals inférieurs à une certaine valeur. Et enfin, j'arrive au tri. Si jamais sort by est défini, et que sort by, j'ai dit que ça pouvait uniquement être triable sur l'ID, sur le nom ou sur le total, je définis une variable sorting order par défaut qui est à false. Je vérifie si ce qu'on m'a passé en paramètre dans l'URL correspond bien à soit ask, soit desk. Si c'est ask ascendant, je définis correctement false. Je le redéfinis pas, enfin je le redéfinis, mais c'est juste pour m'assurer que l'utilisateur a bien saisi ask ou desk. Comme ça, si jamais il n'a rien défini des deux, automatiquement, je sais que j'ai un tri qui est à false par défaut, ce qui veut dire que ce sera trié par ordre croissant. Si c'est desk, eh ben, tout simplement ici, je mets sorting order à true. Et enfin, je trie, tout simplement, j'applique la fonction sortie de ma filter list et je le réattribue dans ma variable ici. Et enfin, enfin, je renvoie ma réponse. Donc pour chaque Pokémon qui sont dans filter list, dans mon res, vous savez, je l'avais initialisé tout au-dessus, c'était une variable qui était vide, je rajoute le Pokémon en question et je retourne ça. Si jamais filtered list est vide, ce qui peut arriver si jamais on a mis des critères qui soient trop sélectifs, eh bien je renvoie une 404 qui dit qu'aucun Pokémon ne répond aux critères de recherche. Et on va pouvoir tester cette route. Donc c'était un petit peu long, mais vous voyez que j'ai quand même bien fait juste de passer ça en revue. De toute façon, vous retrouverez le code dans le repository. Et ici, donc, j'ai bien ma route. Donc, je vais pouvoir tester. Je vais pouvoir remplir tous les paramètres ou juste un si j'ai envie. Donc, je vais essayer. Dans les types, typiquement, je vais mettre... qu'est-ce qu'on avait? On avait fire, de mémoire. Hein, fire, et puis je crois poison. Donc, admettons que je remplisse uniquement ça. Donc je veux des Pokémon de type feu et poison. J'exécute pour voir si ça me renvoie quelque chose. Donc là, on voit que... est-ce que ça me les a renvoyés? Ah, aucun Pokémon ne répond aux critères de recherche. Alors, peut-être que je me suis planté dans les... peut-être qu'il n'y a pas Fire. Alors attendez, je vais juste mettre Poison pour essayer. Et paramètres... Voilà. Donc là, je vois que j'ai quand même beaucoup de Pokémon qui ont poison dans leur type. Et on va essayer justement, je vais essayer de croiser les types, je vais mettre uniquement les Pokémon qui ont les types bug et poison. On va voir si ça fonctionne. Donc on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Hein. Donc ici je vais mettre poison et bug. J'exécute à nouveau. Ah, et donc là on voit que j'en ai quand même vachement moins, mais que ça fonctionne. J'ai bien uniquement des Pokémon qui ont les deux types, donc les types croisés. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un filtre. Ils sont tous... Voilà, il y en a certains qui n'ont pas d'évolution possible. Donc moi, je veux uniquement ceux qui ont une évolution possible. Donc je veux pas que ça apparaisse. Donc ce que je vais faire ici, c'est que dans Evo, je vais mettre True pour dire je veux uniquement ceux qui ont une évolution possible. Je refiltre. Là, normalement, j'en ai encore moins et je n'ai plus que des Pokémon. Voilà, j'en ai plus que 3 déjà. J'ai plus que des Pokémon qui ont effectivement leur propriété Evolution ID qui est setée à quelque chose. Ce qu'on va faire avant de rajouter des paramètres de filtre pour vérifier que ça fonctionne bien, je vais déjà faire un tri. Je vais faire un tri pour voir que ça fonctionne bien. Et je vais les trier par total de points. Et je vais les trier par total de points descendant. Donc là, on voit j'ai 195, j'ai 205 et j'ai 305. Donc là, typiquement, il devrait être dans le sens inverse.
Donc ce que je vais faire, c'est que ici, dans mon sort by, je vais mettre sort by total et order, je vais mettre desk. J'exécute. Et là, effectivement, mon premier, c'est bien celui qui a 305 points. Mon deuxième, il a 205 points. Et mon troisième et dernier, il a 195 points. Donc vous voyez, apparemment, notre route fonctionne. Et c'est comme ça qu'on peut faire justement pour créer une route qui permet de chercher, j'allais dire de searcher, mais de chercher pour pouvoir faire des filtres sur notre base de données. Enfin, il y avait deux petites choses que je voulais également vous dire, qu'on n'a pas forcément vu ici, mais c'est toujours bien pour vous de le savoir. C'est qu'on a la possibilité ici de définir, ici on a défini ce qu'on appelle des requêtes synchrones, ça veut dire que toutes les requêtes s'exécutent les unes derrière les autres, mais on a la possibilité, je ne suis pas rentré dans le détail, de définir des requêtes asynchrones. Ce qui fait que logiquement, le serveur peut traiter plein de requêtes en parallèle en même temps. J'en ai pas parlé ici, mais voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir comment ça se passe, je vous renvoie vers la documentation FastAPI que je mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, qui est vraiment importante, c'est ce qu'on appelle les cores. Je vais ouvrir un autre onglet ici. Donc cores, c'est pour Cross Origin Resource Sharing. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que toutes les routes de notre API qui se trouvent là, donc, nous répondent bien, nous répondent correctement, tout simplement parce que les requêtes, la machine depuis laquelle on fait les requêtes est exactement la même machine sur laquelle est hébergée notre API. Ce qui fait qu'on n'a pas de problème, tout est retourné. Il peut arriver parfois que vous ayez une API, par exemple, voilà, que vous déployez via FastAPI, que vous allez mettre sur un serveur, que vous allez déployer sur un serveur, mais évidemment, dans quasi la majorité des cas, les clients qui vont faire des requêtes vers cette API ne vont pas être sur la même machine. Il va falloir donc pouvoir parfois préciser cette configuration parce que FastAPI, peut-être que par défaut, il ne va pas vouloir renvoyer la réponse, il va dire non, non, pour moi il y a un danger, il y a peut-être quelque chose de cross-origin, donc qui ne vient pas de l'origine même de là où je suis, et donc je refuse de servir ça. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est que si jamais ça vous arrive, vous pouvez rajouter ces lignes-là. Alors attendez, je vais juste augmenter un petit peu voilà, mon écran. Ah, vous voyez, en parlant des async tout à l'heure, je parlais des async, en fait, il faut rajouter le async devant la def, devant le mot-clé def, si on veut faire de l'asynchrone. Voilà, ça c'était le sujet juste avant. Je mets les choses un petit peu dans le désordre, excusez-moi. Si jamais vous voulez gérer tout ce qui est cores, vous allez pouvoir définir typiquement ici une liste, par exemple origins, et vous allez pouvoir définir toutes les IP des machines qui vont avoir le droit de requêter votre API. Et ici, vous allez rajouter ça, donc le app, donc app c'est le nom de votre application FastAPI, point la méthode add middleware. Et ici, vous allez rajouter ces lignes. Alors, les rajouter peut-être pas telles quelles, mais vous allez rajouter dans la clé hello origin, justement, la liste ici avec toutes les IP, les origines qui ont le droit de taper sur cette API. Et vous allez pouvoir définir justement hello methods, donc à quel type de méthode ont accès ces machines. Donc par défaut, si vous mettez étoile, ça veut dire que les machines qui sont définies ici vont pouvoir avoir accès aux méthodes get, put, delete et post. Donc c'est peut-être pas la meilleure des idées. En général, une API, on a besoin qu'elle délivre des données. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que si jamais ça ne marche pas quand vous essayez depuis une autre machine de récupérer des données d'une API qui est sur un autre serveur, ça peut venir de là. Donc n'hésitez pas à regarder au niveau des cores. Bande de codeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue pour vous, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà déployé des API ou si vous comptez le faire avec FastAPI. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à en parler autour de vous. Vous savez, ça compte vraiment beaucoup pour moi et pour le référencement YouTube. Plus une vidéo a des vues et des likes, plus elle est mise en avant par l'algorithme de YouTube. Donc, merci beaucoup à ceux qui le feront. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt, bande de codeurs. À la prochaine.